Israël, fais plus clair la lumière, éclaireur d'Israël, fais plus clair la lumière, éclaireur d'Israël. Bonjour, on m'a donc demandé de parler de Ren Simakolobov qui est décédé donc en fin 2019. Peut-être d'abord une toute petite anecdote. J'ai connu Ren à Flonfettern qui était à l'époque le cantonnement Louveteaux, plutôt les cantonnements Louveteaux en été parce qu'il y en avait plusieurs. Et j'étais un peu un gosse infernal comme encore aujourd'hui, et donc je me suis fait punir un jour et je ne suis pas parti en excursion, et à la place de ça, comme il fallait bien s'occuper de moi, j'ai été toute la journée avec Reine qui était la directrice de Flon et qui était aussi celle qui dirigeait la branche Louveteaux à l'époque aux EI, et c'est comme ça que je l'ai connu, et en fait on a créé un lien très particulier ensemble, même si c'est que de temps en temps qu'on se croisait, on se revoyait, mais pour moi c'était vraiment un personnage extrêmement chaleureux, intéressant, même si elle avait un sale caractère. Voilà, alors c'est ce que je voulais dire, mais sur le passage de Rennes donc aux EI, Rennes est rentrée en 1956 au QG. Elle est devenue en fait la responsable de la branche cadette, et à l'époque il faut se rappeler qu'il y avait les louveteaux qui étaient donc aux éclaireurs, enfin rattachés aux éclaireurs, la branche cadette rattachée aux éclaireurs, et puis il y avait d'autre part la branche cadette rattachée aux filles, aux éclaireuses, qui étaient avec la FFE, et ça s'appelait pas les louveteaux, ça s'appelait les petites ailes. Et en fait, dès que Reine est arrivée à la tête donc de la branche cadette, ce qu'elle a voulu faire, c'est créer la mixité au niveau des jeunes donc de moins de 11-12 ans. C'était quelque chose qui se développait à ce moment-là en France, et ça lui paraissait une évidence qu'il fallait réunir les louveteaux et les louvettes, et effectivement elle a réussi à le développer, et il est resté comme ça à la tête de cette branche cadette renouvelée, ce qui était une vraie révolution de 1956 jusqu'à 1968 ou début 69, lorsque d'une certaine manière Rafi Ben Simon, qui était à ce moment-là le commissaire général, a réussi à s'en débarrasser parce qu'il ne la supportait pas vraiment, et il lui a trouvé une place au CCVL, et donc pendant de nombreuses années ensuite, Rennes est devenue une des responsables du CCVL. Mais je pense que son rôle aux EI, notamment dans l'évolution du mouvement vers la mixité, a été extrêmement important. Voilà, et on peut lui rendre un dernier hommage, au moins par rapport à ça, et par rapport aussi au fait que c'est elle qui a développé la notion de cantonnement. Il y en avait eu un avant qu'elle arrive en 1955, mais dès 1956, elle a dit il faut qu'il y ait des camps d'été aussi pour les louveteaux, que les louveteaux soient une branche qui soit vraiment proche du scoutisme, et une préparation en quelque sorte aux éclaireurs, à la branche moyenne, et donc elle a réussi dans ces deux grands objectifs de développer une branche cadette mixte, et de développer donc également des jeunes enfants qui partaient en camp chaque été. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Ma mère, Janine Elbar, née Lancry, est née à Oran en 1934. Elle connut mon père aux EI. Elle, ce fut Hirondelle et lui Moineau. C'était à l'époque, la grande époque des EI d'Oran. Quand ils y sont rentrés, il y avait encore Manitou, mais eux, plus jeunes, c'était plus de la génération de Daniel Ashkenazi, de Buisson, qui fut la cheftaine de ma mère, de Marie, la femme de Daniel, et surtout de Nelly,
la sœur de Marie qui fut jusqu'à la mort de ma mère son amie intime et fidèle. Et puis Moineau et Hirondelle firent leur nid, et en 61, nous débarquons à Paris. Là, ils refirent leur vie, ma mère en tant qu'institutrice, et ce jusqu'en 1972. En 1972, ils décidèrent de se rapprocher le plus possible de ce qui pouvait ressembler au soleil d'Oran, et nous nous retrouvons donc à Nice, et c'est là que moi je continuais la tradition familiale des Zéïdes. Mes parents y vécurent donc à Nice jusqu'à la mort de mon père il y a 4 ans. Après 1 an et demi, nous décidions que la situation la moins pire pour ma mère serait de la faire venir auprès de nous en Israël. Et donc à 83 ans, elle fit son alia et elle y vécut à Jérusalem jusqu'à sa mort le 11 novembre 19, entourée de 5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Elle est enterrée à Jérusalem comme elle le souhaitait. Paul est né en mars 40 en Bretagne, où nous étions toute la famille à cause de la guerre, sauf mon père qui était soldat. Quand Jean-Paul est né, papa a eu une permission. Un grand saut sur le temps, retour à Neuilly. Jean-Paul entre au Louveteau, puis aux Éclaireurs, et est totémisé Courly. En 46 et 49, la famille s'est agrandie. Dès que Laurent, son petit frère, a été assez grand, Jean-Paul a quitté le scoutisme pour faire équipe avec son frère. Des bricolages, genre construire une voiture, réparer le Solex, etc. Jean-Paul et Laurent, c'était une très grande amitié qui s'est ralentie avec les mariages. Mes enfants se rappellent avec émotion du passage à chaque année à Hanouka de leurs oncles, les bras chargés de caisses, des cadeaux intelligents, construction, mécano et tout et tout. Point. Anecdote. Maman, de la 6e, informée de la rafle du Veldiv, a planqué ses enfants, les filles à Mozart chez les Buaux, Jean-Paul à Neuilly chez le pharmacien Trouplein. Il avait 2 ans et s'est rappelé qu'il était sans ses sœurs et chez des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il a ressenti une immense angoisse à 2 ans. Pour finir, quand mon mari a été malade, il venait avec sa femme à Caen, apportant de délicieux repas sans sel et emmenait Moïse, qui adorait la mer, au bord de la mer. Que dire, on pouvait ne pas s'arrêter. Il était journaliste à l'AFP, rencontrait des gens très importants, mais il trouvait toujours du temps pour sa famille. Avec sa femme, Yvan Turin, sans parler des derniers jours de mes parents, desquels il s'est beaucoup occupé. Il était très attaché à Israël et il a habité 3 ans à Jérusalem. Que sa mémoire soit une bénédiction. Bonsoir, je vais vous parler de Marianne Cuzin de Vries. Elle était née le 16 mars 1918 à Etterbeek, en Belgique, dans la famille de Vries. Famille à l'aspect sévère dans laquelle la jeune fille qu'elle était ne pouvait aller acheter le pain sans chapeau et gants beurre frais. Mais la famille était à l'avant-garde puisqu'elle a passé le baccalauréat, chose rare à cette époque pour une jeune fille. Et aussi très tôt, le numéro de carte de membre en témoigne, elle s'est engagée aux EI et a été une des premières cheftaines Louveteau. Totémisée bantou, nom par lequel la nommait systématiquement Robert Munich Zal pour prendre de ses nouvelles. Arrive la période de la guerre. Avant l'invasion allemande, il faut mettre en sécurité les enfants loin des villes. Elle participe alors à la recherche et à la mise en place de maisons pour accueillir ces enfants, notamment en collaboration avec Piero Kaufmann-Zal. Les Allemands arrivent. Avec l'entreprise dans laquelle elle travaille, elle part dans la région de Grenoble, à La Rochette, où elle reste en liaison avec les EI et la 6e. Après la guerre, son attachement à la communauté ne faillit pas. Et un jour et toujours. Puis ce sera la Vitzo, la UJF et tant d'autres actions aussi.
Elle s'est dévouée à s'occuper de sa maman sans se marier. Elle a aussi toujours fait partie de l'environnement de la famille Cusin. Elle était très complice avec notre mère, Jacqueline Zal. 2 ans après sa disparition, elle a épousé notre papa et là a commencé une autre aventure. Devenue la compagne de papa, puis au fur et à mesure de leur arrivée, la grand-mère attentive, affectueuse et aimante de 7 petits-enfants, puis une arrière-grand-mère tout aussi aimante, attentive et réjouie. Et les enfants de nos amis l'ont aussi adoptée comme grand-mère et vice-versa. Elle a aussi fait preuve d'un courage et d'un dévouement sans bornes pour accompagner papa quand il a été malade. Ensuite, combien de repas de Shabbat partagés jusqu'à ce que ça lui devienne un peu plus compliqué d'arriver jusqu'à la maison. On est parti en vacances en Israël. Elle a pu venir au mariage de Yuval, notre aîné, toujours en Israël, et tant d'autres choses. Quand sa santé a décliné, jamais elle ne se plaignait. Les intervenantes autour d'elle l'agaçaient, puisqu'elle avait toujours été autonome. Très zéhi, toujours. Elle a été entourée et choyée avec un ange pour veiller en permanence sur elle. Je veux parler de Dina, ma sœur, qui s'est dévouée sans compter auprès d'elle jusqu'à son dernier souffle. Le ciel a voulu qu'elle parte sans pouvoir atteindre 102 ans, mais à 44 ans de distance, à la même date juive que ma mère, 3e bougie de Hanouka. Il n'y a pas de hasard. Yehi Zerecha Baro, que son souvenir soit source de bénédiction pour toutes et tous. Bonjour, j'ai évoqué avec vous le souvenir donc, de Madeleine Strauss, ma grand-mère, qui nous a quittés le 2 janvier cette année. Madeleine avait l'âge des EI. Elle était née à Tourcoing, d'une famille d'origine alsacienne. Elle a interrompu ses études pendant la guerre, où elle a été relativement peu inquiétée, pour continuer ensuite à l'agrégation de mathématiques. Et elle a enseigné comme professeure de mathématiques toute sa vie. Elle a fait un mariage EI en quelque sorte, comme beaucoup d'entre nous, puisqu'elle a rencontré donc Emmerich Kohn dans un des premiers camps organisés après la Seconde Guerre mondiale. Et Emmerich avait été sollicité par Castor pour travailler au Centre national, lui qui était ingénieur et qui avait étudié dans les yeshivot de Roumanie, d'Hongrie et d'Allemagne. Et tous les deux, donc Emmerich et Madeleine, ont finalement beaucoup œuvré à la reconstruction de la communauté juive de France. Lui, au travers des EI, du service social des jeunes et de la direction du CASIP et de la direction du consistoire. Elle, dans son engagement aux EI en particulier, puisque vers la fin des années 50, elle a été commissaire générale éclaireuse à un moment où le mouvement n'était pas mixte. Elle a également participé à l'équipe d'organisation donc, du 40e anniversaire du mouvement. Elle a poursuivi toute sa vie son engagement à la coopération féminine, elle a représenté les EI à la Fédération des anciens scouts, Comité Yad Vashem, et a beaucoup aimé la généalogie également dans le cercle de généalogie juive. Pour vous décrire un petit peu le personnage qu'était Madeleine, il faut parler de son attachement au judaïsme, qui était en même temps une soif d'études et en même temps un vécu au quotidien tout à fait évident. Voilà. Et cet attachement à la transmission, à la fidélité au judaïsme, s'appuie sur une culture et un intérêt pour beaucoup de choses comme les arts, les sciences, mais aussi le monde et les différentes civilisations. Et je finirai sur un souvenir. J'en vois très bien un Shabbat après-midi, Madeleine débattre avec ma fille Elia, qui est maintenant animatrice. À l'époque, elle était baptisette. Elle débattait sur la promesse. Les animateurs veulent que je la fasse, je ne me sens pas prête, c'est important, c'est un engagement, on le prend à la légère ou pas. Bref, une discussion entre une arrière-grand-mère et son arrière-petite-fille, qui aurait tout à fait pu être la discussion entre une zadékette et son déclé, ou bien une animatrice bat avec sa baptisette. Voilà, merci. Et un jour, et toujours. C'est au nom de ces 3 nièces, mes 2 sœurs et moi-même que j'évoque la mémoire de notre regretté tonton Daniel.
Nous avions depuis toujours une relation très proche avec lui et tante Jeannette. Il était très fier de ses 3 nièces. Ils ont toujours été présents au smachot familial en Suisse pour fêter avec nous et n'hésitaient pas à entreprendre de longs déplacements depuis Marseille. Il a été pour nous d'un grand soutien lors du décès prématuré de sa sœur, notre regrettée maman. D'une manière générale, nous avons toujours pu compter sur lui. Quand ils avaient décidé de s'installer à Jérusalem, ils se réjouissaient de nous voir plus souvent. Mes sœurs, et en particulier ma grande sœur Francine, profitaient comme moi de ces moments inoubliables. Pour ma part, depuis notre alia, j'ai trouvé en lui comme un deuxième père. Les derniers moments de sa vie, nous les avons passés, ma sœur Francine et moi, avec eux. Ils nous aimaient tant, mes sœurs et moi-même. Nous avons bien profité des derniers instants quand soudainement il s'est écroulé. C'est une mince consolation que d'avoir été avec lui lorsqu'il est parti, nous qui l'aimons tant. Qu'il repose en paix, nous ne l'oublierons pas. Tehi Sura Pitzror HaChayim. Bonjour à tous, je vais vous parler de mes grands-parents, Liliane Klein-Libert et Théo Klein, monsieur et madame Théo Klein, comme il était courant de dire à l'époque. Karen Alali me disait d'eux que c'était, je cite, un couple mythique. 2 mots surprenants pour le petit-fils que je suis, déjà parce qu'ils sont bien réels pour moi, et puis aussi parce que cette notion de couple est un peu confuse. Ce fut un mariage évidemment fondateur pour notre famille, mais ce fut pour moi en tout cas un couple sans ménage, sans tandem, puisque je ne les ai jamais connus ensemble. Et pourtant j'ai constaté avec étonnement que pour beaucoup, ils forment toujours un tout, jusqu'à aujourd'hui où l'on me demande d'ailleurs de parler de eux deux, comme s'ils pouvaient être une seule et même entité, et ce, même réunis par l'année de leur décès. Bon, si je prends le mot mythique au sens de imaginaire, je peux alors créer une passerelle vers le mot couple. Et c'est donc grâce à une image, celle du bifront, ces bustes à 2 visages, qu'il va m'être possible de vous parler d'eux aujourd'hui comme d'un ensemble. Ce bifront étrange, à la fois féminin et masculin, politique et social, marqué par le passé et tourné vers l'avenir, ce bifront Liliane Théo a su marquer de son empreinte la communauté française de l'après-guerre et participer à reconstruire la communauté juive de l'après-Shoah. Portée par les valeurs du scoutisme des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, où Liliane disait avoir trouvé une seconde famille et où Théo disait avoir côtoyé pendant la guerre les personnes les plus courageuses qu'il ait pu rencontrer au cours de sa longue vie, ce bifront a fait bouger les choses, fait avancer les causes auxquelles il croyait et ainsi, je le crois, marqué l'histoire. Toujours prêt n'a jamais été un vainqueur de ralliement folklorique. Cela a été durant toute sa vie la base des engagements de ce bifront, sa façon de se placer dans le monde pour agir. Comme tout bifront, chaque tête regarde dans sa direction. C'est ainsi que, par exemple, Liliane s'est inscrite plus fidèlement dans le mouvement EI toute sa vie, alors que Théo a rangé ça au rayon des souvenirs, qu'il aimait néanmoins bien raconter. Théo avait été totémisé agneau sympathique, mais ne trouvant pas cette attribution très compatible avec ses ambitions, il s'était décrété faucheux moqueur. Ceux qui l'ont un peu connu savent qu'il s'est évertué toute sa vie à honorer ce nouveau totem. Et ceux qui l'ont très bien connu savent que derrière le masque protecteur de la moquerie, on pouvait parfois deviner un peu l'agneau. Ce qui ne l'a jamais empêché de prendre position. Même isolé, même contesté, il tenait bon la barre de ses idées. Ces bestiaires des EI ont été, en tout cas pour toute cette génération, d'une rare justesse. Castors, chameaux, fourmis, jaguars, pingouins, cougars et tant d'autres. Liliane, elle, a été totémisée luciole obligeante. Loyale et valeureuse, elle n'a jamais cessé d'être cette petite lumière au service de tous. Le dernier office castor auquel j'ai participé était avec Liliane. Elle n'a pas manqué de faire remarquer que la plaque en l'honneur de sa belle famille, Samy et Marguerite Klein, montrait quelques signes de fatigue. J'ai vu en venant à Ségur peu après ses funérailles que la plaque avait été changée, et je tiens en son nom à remercier les membres des EI de l'avoir entendu. Je sais que cela lui aurait fait chaud au cœur, car honorer ses aînés et d'une manière générale ses camarades a toujours été pour elle une évidence.
S'il faut une genèse à ce bifron, il est né à Vichy, réfugié au début de la Seconde Guerre mondiale et formant spontanément une troupe EI peu avant l'arrivée du maréchal de France. Mais c'est à Grenoble, agissant clandestinement au sein de la 6e, qu'il s'est constitué. Vous connaissez tous ici les actions de ce formidable réseau de résistance EI. Rien de moins étonnant que malgré la période d'une rare férocité, l'amour ait pu naître en trouvant naturellement sa place dans les rangs EI. Survivant du génocide, et ce uniquement par chance, Mazel, comme il voulait le rappeler, ce bifron a créé sa famille et construit sa vie. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, comme le veut l'expression consacrée. Puis le buste s'est fissuré et ce bifron a fini par se déchirer. Certainement à la mesure de l'attachement, il aura fallu 22 années pour qu'il s'arrache définitivement en deux moitiés. Mais en duo ou en duel, ils n'ont finalement jamais été très loin l'un de l'autre. Tant qu'à être contre, autant être tout contre. L'un au CRIF, cette institution politique et majoritairement masculine, l'autre à la coopération féminine, cette institution sociale et culturelle créée et développée par des femmes. Ils étaient dans le même immeuble de la rue de Téhéran, au même étage. Et Liliane s'amusait à préciser que c'étaient les toilettes qui séparaient leurs deux bureaux. Malgré toutes leurs différences, ils ont toujours écrit sur la même feuille et dans le même sens. Évidemment, l'un sur les lignes et l'autre dans les marges, c'est-à-dire chacun à l'endroit que l'époque réservait à leur genre respectif. Mais les deux ont toujours porté un regard positif sur les actions de l'autre. Le plus souvent silencieux, mais en accord profond néanmoins. Et je l'ai constaté plusieurs fois. Difficile de résumer 10 décennies de ce bifron divisé. Sauver des enfants d'une mort certaine, se battre pour écrire l'histoire de la Shoah telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, refuser de tourner le dos à la réalité des rapatriés d'Algérie, se demander pourquoi Israël et réfléchir à comment Israël, militer et agir pour le vivre ensemble, porter sa voix pour les autres, prendre des risques pour tous, un engagement absolu tout au long de la vie. Carmel d'Auschwitz, centre travailleurs handicapés mentaux, musée d'art et d'histoire du judaïsme, parole d'étoile, impossible de tout compiler ici. La vie de ce bifron a été une réponse libre et pleine d'espoir à la barbarie nazie. Aucun des deux n'aurait lâché un millimètre de sa liberté individuelle, acquise non sans mal et, paradoxalement, acquise ensemble grâce à leur séparation. Si différents et si semblables. Leurs convictions, leurs références, leurs expressions même ont toujours formé un socle commun qui permet, malgré l'échec du quotidien et la rupture profonde, de présenter ici ce portrait à deux têtes qui a eu tant de réussite dans cette vie. Voilà donc ce couple mythique, teinté d'idéal et ancré dans la réalité de son temps, élevé aux valeurs du scoutisme et digne représentant des éclaireurs. Jusqu'à l'UNESCO, où Liliane est allée porter sa petite flamme, mais non moins vive lumière, l'éclairage du scoutisme au sein de cette noble institution. Pétris d'ombre et de lumière, de vide et de plein, leur souvenir est une bénédiction qui éclaire mes pas au quotidien, puisque je réalise en ce moment un film qui relate cette formidable épopée. Merci à tous pour votre attention, merci aux EI de continuer à faire vivre les valeurs du scoutisme et de faire perdurer l'Office Castor. Et, pour conclure, sur Liliane et Théo, sur Grand-Pa et Mamie, que la terre leur soit légère. Reine, amie de nos parents, est décédée quelques semaines avant notre mère. Je rajouterai une pensée émue pour elle qui a dirigé mon premier camp de Louvet à Flon, Yé Zecha Baruch. Revenant à Hélène et Jeunesse, née Bluma Getla Lerner en août 1926 et décédée en février dans sa 94e année, juste avant le corona ici. Alors, toujours à ses côtés, malgré son hospitalisation douloureuse, elle s'est éteinte sereine, puis a été enterrée à Rehovot, accompagnée par ses 3 enfants, Michel Nechama de Jérusalem, Daniel de France et moi-même Nicole de Rehovot, avec des représentants de tous ceux qui lui étaient si chers, petits-enfants, nièces, neveux de la famille en Israël et à l'étranger, ayant encore pu venir, et des amis de tout le parcours depuis la France et Israël. Encore merci à Jaco Grunwald qui a dit quelques mots, comme Hélène lui avait demandé tant de fois ces dernières années pour le jour où.
On ne peut résumer une vie en quelques lignes, bien sûr remplie de tant d'événements, de durs moments, mais aussi d'autres très heureux qui l'ont réjoui, comme être grand-mère et arrière-grand-mère. Je vais partager juste 2 petits extraits de sa vie reliée aux EI pendant la Shoah et après. Partie de Reims pour fuir en zone libre, Hélène a découvert le mouvement EI, ayant toujours proclamé que cela a été une révélation, l'a sauvée et rapprochée du judaïsme. Je vous lis donc ce qu'elle avait écrit. Réfugiée provisoirement à Lyon, j'entre en contact avec les EIF, dépendants du scoutisme français, et je crus comme beaucoup à un avenir plus calme, car nous menions une vraie vie scout. En juillet 42, nous campons l'été dans les Alpes, le dernier de ces camps. Qui pressentait le futur? La plupart de nos chefs, peut-être, qui nous y enseignent comment survivre en clandestinité physiquement et moralement. En même temps, notre mouvement des EIF est dissous officiellement. La plupart de nos chefs gagnent la résistance. Beaucoup seront déportés ou fusillés. Je ne peux oublier l'attaque par les Allemands de la ferme de Saint-Germain en mai 1944. Cette ferme était un de ces relais Archara études, résistance et cache provisoire que les EI avaient disséminés en zone sud. Le deuxième passage que je vous lis après un grand saut pour arriver à leur retour à Reims à la fin de la guerre, Hélène, marquée comme tous, rajoute « Commence alors pour nous une vie juive intense, avec une synagogue pleine de soldats juifs américains et autres qui nous apportent réconfort moral et matériel, et plus que tout, la fin de cette atroce guerre signée à Reims. Par la suite, nous avons fondé avec Serge un petit groupe EI, avec quelques familles revenues. Le groupe devient solide et prend le nom de Modine. Nous nous sommes mariés en 1947. Nos 3 enfants feront aussi partie des EI. Nous avons fait notre alliance en 1986 en retraité. Nous avons été heureux de retrouver Baretz des anciens EI et de participer aux activités tant que notre santé l'a permis. Serge Shlomo-Ejnes, mon mari, entreprend alors d'écrire un livre sur l'histoire des Juifs de Reims pendant la Seconde Guerre mondiale. Le but était de donner un nom aux enfants déportés de la communauté, puis au fur et à mesure, même ceux qui avaient gardé secret leur parcours durant cette sombre période ont voulu mémoriser leurs témoignages pour les futures générations. La résistance et l'esprit scout font partie des récits dans ce livre. Projet de sa vie, il s'est tellement investi et a pu terminer son ouvrage juste avant d'être affecté par diverses maladies. Voilà, et en Israël, nos parents sont allés à l'Ulpan, devenus leur nouveau mouvement de jeunesse 3e âge, et ont profité des petits-enfants d'ici et de France. Cela fera 12 ans dans quelques jours que notre père Serge est décédé. Et pour notre mère, Hélène, décédée cette année, je rajouterai que les EI qui continuent de rendre hommage à ces anciens disparus par ce grand forum regroupé ce soir l'auraient profondément ému. Que son nom et sa mémoire soient honorés parmi vous, auront exaucé ces vœux que les EI et leurs valeurs de judaïsme et de pluralisme l'accompagnent aussi, pour reposer en paix Baaretz. Yeh Zecha Baruch. Odette Spingarn, ma mère, est née au Vésinet le 14 février 1925. Elle est décédée le 6 mars 2020, à l'âge de 95 ans. Son expérience de la déportation à Auschwitz en 1944 l'a hantée toute sa vie. Et toute sa vie, elle a témoigné devant différents publics chaque fois qu'elle fut sollicitée. Mais avant sa déportation, un événement essentiel s'est produit qui fut sa rencontre avec les éclaireurs israélites de France. La famille Spingarn s'est réfugiée à Brive-la-Gaillarde en 1940 et Odette a immédiatement intégré le groupe local des EI. Elle fut totémisée Pluie claire en référence à ses yeux bleus limpides. Elle découvrit au groupe local la vie de groupe, les chants, la solidarité et un mode de vie tourné vers les autres. Une joie de vivre, un inébranlable optimisme. Cette philosophie lui a donné la force d'affronter les pires moments, Auschwitz, la mort de ses parents, et de trouver les ressources en elle pour s'en sortir. Après la guerre, elle devient assistante sociale et consacra sa vie professionnelle à la communauté juive.
Elle fut aussi l'une des fondatrices de la communauté libérale de France. Elle a raconté sa vie dans un livre, J'ai sauté du train, publié aux éditions Le Manuscrit. Elle garda jusqu'à la fin son bel optimisme et sa joie de vivre, et une écoute attentive pour chacun, et en particulier pour ses 2 filles, Claudine et Daniel, et pour ses 3 petits-enfants, Élodie, Jonathan et Caroline. Parler d'un ami de toute une vie de Maurice Bensadoun est difficile, car on ne peut se résoudre à l'idée qu'il a disparu brutalement le 31 mars dernier, du Covid, à l'âge de 65 ans. Maurice est entré tardivement aux EI en 1974 à l'âge de 20 ans, ce qui est peu commun dans le mouvement. Il avait fait auparavant d'autres mouvements de jeunesse, mais le projet que lui proposait le groupe local Ben Yehuda était un challenge qui lui convenait. Prendre en charge le démarrage d'un nouveau groupe EI à Monaco. Il y a réussi pendant 1 an et demi. Puis ensuite, il a assuré la responsabilité de la branche moyenne du groupe local. Puis il a co-dirigé le groupe local jusqu'à son départ en 1979. Compte tenu de sa corpulence et de son caractère très travailleur et très appliqué, il a été totémisé Yak, caractérisant ainsi sa force tranquille. Au cours de cette période éclair, il aura organisé plusieurs grands camps, des stages de formation au Mont d'Or et en Israël, je crois même avec Ami Bouganim. Il aimait l'esprit d'équipe du mouvement, la solidarité et l'entraide, la joie qui y régnait. Il aimait les chansons de Maxime Le Forestier, de Moustaki, qu'il accompagnait régulièrement avec sa darboka. C'était quelqu'un de jovial, facile à vivre, d'une grande intelligence et d'une grande culture. Il adorait lire Freud. Tout le monde l'aimait, on le surnommait Momo toute sa vie, comme un grand frère, comme quelqu'un de sa famille. Et sous cette apparente bonhomie, c'était quelqu'un de déterminé, de passionné et d'engagé, qui fera des études de droit parmi les meilleurs de l'université de Nice. Et le droit va devenir la grande passion de sa vie. Il deviendra à Lyon, puis à Paris, un juriste hors pair, l'un des meilleurs juristes d'entreprise en France, un grand spécialiste des contrats internationaux qu'il a pratiqué dans le nucléaire chez Areva Framatome ou chez Veolia. Des dizaines d'avocats lui ont rendu hommage, et notamment l'association des juristes d'entreprise dont il était un membre influent. Tous reconnaissaient sa compétence, sa vivacité intellectuelle, son engagement et sa force de caractère. Il a été publié dans de nombreuses revues professionnelles. Il était très fier d'être arrivé à ce niveau et se préparait à une retraite très active dans ce domaine. À 54 ans, il s'est enfin marié avec Arlette. Et une nouvelle vie a commencé, encore plus tournée vers les autres, vers les enfants qu'il adorait, mais qu'il n'a pas eu la chance d'avoir. Il s'occupait chaque année, comme un métronome, de collecter de l'argent avec la ténacité qui le caractérisait pour des jardins d'enfants à Jérusalem. Voilà en quelques mots Maurice Bensadoun, qui était pour moi l'exemple d'un gars formidable, sur lequel on pouvait toujours compter, généreux et sensible aux problèmes des autres. Un modèle certainement pour les EI, qu'il a toujours aimé, et vers qui il a toujours été reconnaissant, toujours prêt pour aider pendant les paniers de Pessard ou les appels aux dons. Un juif irréprochable dans ses convictions, sa tolérance, sa moralité et son engagement religieux. Un ami qui me manque énormément. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier ce soir de rendre hommage à mon père. Lorsqu'on m'a proposé de prendre la parole, j'ai d'abord pensé à vous parler de mon père Oséi en tant que grand Manitougor fou, de vous raconter tous ses exploits sur les camps, puis je me suis dit que les amis qui le fréquentaient à l'époque le feraient probablement mieux que moi. Du coup, ce soir, j'ai décidé de vous parler de Pascal Lebaz en tant que père. Robert Gamzon disait « Sois un bâtisseur et non un discuteur ». Plus j'y pense, et plus je me dis que cette phrase lui allait comme un gant. En effet, ceux qui le connaissent pourront en témoigner, papa était peu bavard, mais c'était un homme d'action. Papa était un bâtisseur. Il y a plusieurs années, un lendemain de Kippour, lorsque toute la famille était réunie, j'ai déclaré du haut de mes 13 ans avec assurance « Cette année, on fait la souka ». J'ai laissé le choix à personne. Mon père m'a regardé, il a souri, il a hoché la tête et il a simplement dit « D'accord ». Eh bien, croyez-le ou non, 15 minutes plus tard, nous étions déjà en route afin d'aller chercher les bambous qui allaient servir à confectionner le toit de notre future cabane.
Puis papa a pris un bout de papier, un crayon, puis il a gribouillé un plan que évidemment seul lui pouvait comprendre, et il a bâti notre souka. À partir de rien, à partir de quelques madriers, il a bâti une souka au-dessus de notre tête. Chaque année depuis, nous l'avons construite ensemble. Cette même structure, nous l'utilisons depuis plus de 15 ans. Papa était un bâtisseur. Cette année, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu le cœur lourd à l'approche des fêtes de Soukhot, mais j'ai tenu quand même à construire notre souka. Et j'ai été fière de dire à chaque personne qui rentrait à l'intérieur que c'était la souka que mon père avait construite, qu'il avait fait à partir de rien et qu'elle était trop belle. Indéniablement, ma souka, c'est la plus belle du monde parce que c'est celle que mon père a construite et c'est celle qu'il m'a transmise. Cette année, elle a accueilli tous nos amis, elle a accueilli plein de mitzvot, elle a accueilli plein de brachot, elle a accueilli des rires, mais elle a surtout accueilli beaucoup d'émotions. Et tout ça, c'est grâce à lui. Alors pourquoi je vous raconte ça ce soir? Parce que cette histoire me fait penser qu'au fond, rien ne ressemble plus à un Ei qu'un autre Ei. Et mon père, c'était véritablement un Ei. Bonjour, je vais vous parler de mon père, Joël Simon, né en 1942, décédé cette année le 24 juin. Il est né pendant la guerre à Nîmes. Il y a vécu toute son enfance, sa jeunesse, son adolescence. Il a rejoint le scoutisme par les unionistes où tous ses amis étaient inscrits et parce que les EI n'existaient pas à Nîmes. Quand les EI se sont créés, il a rejoint le mouvement et il a participé au 40e, il avait une vingtaine d'années. Moi, j'ai rejoint les EI en 1983 pour le 60e. Et puis, je suis devenue animatrice avec tous les jeunes qui avaient mon âge à cette époque-là. On avait entre 16 ans et 18 ans. On était jeunes, il n'y avait plus d'animateurs au groupe local, ils étaient tous partis. C'était une génération qui avait 2-3 ans de plus que nous. Ils poursuivaient des études difficiles ou ils commençaient à travailler, donc ils étaient partis du mouvement. Et donc, on était un peu jeunes pour assurer l'avenir du groupe local. C'était au milieu des années 80, et pour que le groupe local de Nice, Ben Yehuda, puisse continuer à survivre et à vivre, à se développer, un groupe de parents dont mon père a pris en charge la gestion du groupe local, et nous, les jeunes, nous nous occupions des enfants, des animations, mais le groupe était géré par des parents, ce qui nous a permis de continuer à nous développer, le groupe local, et de grandir pour pouvoir assurer tout seul et ensuite avec d'autres jeunes qui ont repris derrière nous l'avenir de ce groupe local qui aujourd'hui est un très beau groupe local, un peu grâce à mon père, Joël Simon. Chers amis, chères familles, au nom de mon père, de mes frères et sœurs, j'aimerais rappeler ce soir le souvenir de maman. Je crois que d'un commun accord, la vertu qui caractérise le plus maman était celle du chesed. D'ailleurs, le Midrash explique que le monde a été créé par cette vertu de chesed. Depuis toujours, l'intention de Dieu a été le bien de l'homme et du monde, et maman, elle aussi, a œuvré toute sa vie afin d'édifier une famille et une communauté sur la vertu de la bonté. Après la guerre, elle a été monitrice en maison d'enfants, puis infirmière. Elle s'est occupée de papa et de toute la famille avec abnégation, en essayant d'apporter à tous ceux ce dont ils avaient besoin sur le plan matériel, psychologique et religieux. Le peu de temps qu'elle avait, elle a utilisé à visiter tous ceux qui étaient hospitalisés. Jusqu'à son dernier jour, elle s'intéressait dans tous les détails à ses enfants et petits-enfants et aux conjoints aussi de ses enfants pour pouvoir les aider. Ces derniers mots ont été ceux qu'elle a adressés aux médecins venus l'ausculter, des mots d'excuse de déranger le médecin un jour de Shabbat. Elle a toujours fait passer l'autre avant elle-même. En transmettant à ses enfants et à sa famille, à tous ceux et celles qui l'ont connue, ce souci pour autrui, je suis sûre qu'elle continue à œuvrer pour mon meilleur et que, s'il plaît à Dieu, cela permettra de nous rencontrer dans la joie.
Il est très difficile pour moi de parler de mon frère Daniel, car d'un côté, c'est mon grand frère, et il est mon aîné de 11 ans, et j'ai toujours eu pour lui beaucoup d'admiration. Il conduisait un tracteur, il avait un pistolet, etc., etc. Et d'un autre côté, nous avions des idées contraires sur la plupart des sujets et notre vision du monde n'était pas la même. Un an après notre alia en Israël, en 1949, Daniel s'est enrôlé dans l'armée. Il a été intégré dans une unité du Nahal de la Shomer Hatzaïr. Et là, petit à petit, il est devenu communiste. Et comme vous le savez, à cette époque-là, il était extrêmement difficile d'être communiste en Israël. Et au bout de quelques années, il est donc reparti vivre en France et nous avons vécu dans des univers parallèles. Sa plus grande qualité était la recherche de la justice et on peut même parler de justice totale. Les malheurs du monde le dérangeaient vraiment à titre personnel. Il a pris une part active dans de très nombreux groupes politiques qui avaient un idéal social. Et il a même eu le temps de faire partie des Gilets jaunes à un âge de 85 ans. À côté de cela, Daniel aimait beaucoup les sports extrêmes. Au début, il a fait de l'alpinisme et il a conduit des planeurs. Et par la suite, la marche en montagne, le jeu d'échecs et le tango brésilien. Il avait une curiosité intellectuelle profonde. En fait, il était autodidacte car la Seconde Guerre mondiale l'a empêché de faire des études avancées. Comme vous le savez, l'un des principes d'Ézéie est le pluralisme. Il n'y a aucun doute que dans la famille de Castor et de Pivert, ce principe a été appliqué jusqu'au bout. Le débat politique et le sourire conquérant de Daniel me manqueront beaucoup. Que sa mémoire soit source de bénédiction. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Jean-Charles Zerbib et Kim Schneider d'avoir eu la présence d'esprit de rendre hommage ce soir à la mémoire de mon père, Albert El-Fassi, qui est décédé le 7 février dernier. Alors, autant dissiper les malentendus tout de suite, mon père n'a jamais vraiment été au ZEI. Dans sa jeunesse, il était au Maroc, il a fréquenté les EDF, les laïcs donc, mais d'après ce qu'il nous a raconté, c'était une sorte de succursale des ZEI, puisque tout le monde là-bas était juif, sauf qu'ils étaient dispensés de minimum commun. Mais quand il a rencontré ma mère, Monique Ayala El-Fassi, à l'école d'Orsay à la fin des années 50, celle-ci était déjà très impliquée dans le mouvement, mais il n'est jamais intervenu sur son terrain de jeu parce que il comprenait que pour elle c'était une famille d'adoption, mais il l'accompagnait inlassablement tout au long de ses années d'engagement. Il était là, un peu à l'ombre du mouvement, mais évidemment pas à l'ombre de ma mère. Il avait aussi bien compris que prendre pour femme quelqu'un qui avait été aussi meurtri par la Shoah, parce que bon, les deux parents de ma mère sont morts en déportation, nécessitait aussi un engagement sans faille de sa part. Et après son décès, j'ai fouillé un peu dans les archives de la famille et je suis tombé sur des lettres bouleversantes qu'il lui écrivait alors qu'elle se trouvait sur des camps, sur des stages au début des années 60. C'était au tout début de leur relation. Et les deux s'apportaient un soutien infaillible dans les épreuves qu'ils traversaient. Et on devine dans ces lettres que ma mère vivait des moments pas simples sur les camps et mon père, lui, il luttait dans ses études de médecine. Et je peux vous dire, ces lettres sont magnifiques, vraiment sublimement rédigées et elles montrent à quel point leur relation était très solide. Et j'ai mieux compris à la lecture de ces lettres pourquoi mon père était parti aussi rapidement après ma mère. C'est une relation qui avait traversé un demi-siècle et qui était infaillible. Il n'arrivait pas, après son départ, à comprendre ce que signifiait vivre pour elle. Et je terminerai juste en rappelant que l'enseignement de Manitou qu'ils avaient reçu à Orsay les a tous les deux profondément influencés. Toujours dans ses lettres, mon père évoquait le désir de fonder une famille juive et un jour peut-être partir s'installer en Israël. La cause juive et la défense d'Israël a toujours été le souci majeur de mon père. Et ce sont là des valeurs qu'il s'est efforcé de transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Et je pense qu'il a réussi.
Bonne soirée à tous et merci encore pour votre hommage. Au revoir. Bonsoir, je suis Marianne. Je vais vous parler de ma mère, Madi Kahen Kosman, qui est décédée en juin cette année. Et comme le temps est court, je vais parler surtout de deux choses qui la caractérisaient. D'une part, sa faculté d'adaptation, et d'autre part, le lien qu'elle avait avec les livres et les langues et le langage. Les livres, elle a publié dans sa vie un livre, qui est un livre de documentation sur les métiers de nature, mais qui était quand même un livre dont elle était co-auteure et dont elle était très fière. Et pour ce qui est de sa faculté d'adaptation, elle est née en 1931 à Strasbourg, d'une famille alsacienne, juive, bourgeoise, de génération en génération. Ça faisait l'effet qu'ils étaient en Alsace depuis la création du monde à peu près. Elle a quand même en 1939, contrainte et forcée, quitté l'Alsace et elle est partie habiter en Dordogne, cachée chez une famille de gens catholiques qui se sont très bien occupés d'elle et elle était capable de dire qu'elle avait absorbé leurs valeurs et qu'elle avait profité de l'éducation qu'elle avait reçue chez eux. Elle est revenue ensuite à Strasbourg où elle s'était intégrée aux EI, qui était aussi un autre monde pour elle et un monde dans lequel elle a plongé avec vraiment délice. Elle a été totémisée Aiglon, Locas, ceux qui la connaissent ne sont pas étonnés de ce totem. De Strasbourg, elle est partie habiter Paris parce qu'elle avait connu papa dans un voyage en Israël en 1952 et qu'elle est donc allée habiter Paris avec lui. Elle s'est adaptée à la vie de la capitale, venue de la province. Et quand en 1982, ils ont décidé de venir vivre en Israël, où ils avaient tous les deux à peu près 50 ans, elle est venue, elle s'est liée ici à des gens de tous bords, elle a connu des gens très divers et surtout, elle a décidé qu'elle ne resterait pas une illettrée, qu'elle parlerait l'hébreu. Son accent français en hébreu fait encore aujourd'hui le plaisir de ses petits-enfants quand ils parlent d'elle, mais à l'écrit, elle possédait l'hébreu, elle lisait l'hébreu et elle en était très fière. Et quand on a vidé il y a quelques jours la bibliothèque de mes parents, j'ai trouvé là-bas des livres de littérature française, des livres de sociologie, d'histoire, de sujets juifs, mais aussi toute une série de livres de littérature israélienne en hébreu qu'elle avait lus, dont elle était très fière et très contente de les avoir lus. À la fin de leur vie, mes parents faisaient du volontariat à la mairie de Jérusalem. Ils traduisaient là-bas les papiers administratifs pour des Olim Hadashim, ils traduisaient d'hébreu en français pour les gens qui venaient, ils leur faisaient la traduction. Ils n'étaient pas comme dans la blague d'eux parce qu'il y avait celui qui savait lire et celui qui savait écrire. Ils bavardaient ensemble simplement quand ils avaient des trous entre deux clients. Le bémol de l'adaptabilité de maman a été sa non-faculté d'adaptation après les décès concomitants de papa et de Serge il y a 2 ans. Mais à part ça, c'était quand même quelque chose qui la caractérisait. Et je vais terminer là-dessus en souhaitant que leur souvenir soit source de bénédiction. Bonjour à tous. Je suis là ce soir pour vous raconter un peu qui était mon frère Avi, parti pour un nouveau voyage ce Shabbat 5 septembre 2020. Je vais commencer classique. Nous sommes enfants d'une EI et d'un presque-EI, puisque mes parents se sont rencontrés à la JGE, au 2e local du 27 avenue de Ségur. Donc nous sommes arrivés au GL d'Antony, dans la banlieue sud de Paris, une année avant qu'il absorbe les GL des Ulysses et de Savigny, c'est-à-dire quand nous étions entre 10 et 15, animateurs compris, pour 3 GL réunis. Avi, c'était ce bat qui a les étoiles dans les yeux. Avi, c'était cet éclat un peu râleur, mais qui ambiance son équipe en un claquement de doigts. Avi, c'était cet animateur bat qui porte une attention particulière à tous les enfants qu'il a autour de lui. Avi, c'était la vie, pour reprendre Marianne Bormès. Et puis il est parti d'Île-de-France pour ses études, direction Centrale Lille, puis l'Université du Danemark. Avi, c'était celui qui avance en permanence, qui a un objectif et qui le tient. Et puis le diagnostic du cancer est tombé. Et malgré toutes les douleurs, il ne s'est pas arrêté. Opération après opération, chimio après chimio, concession après concession. Pendant 2 ans, il a continué son job étudiant et obtenu son diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle avec mention ce 14 juillet 2020.
Il est parti entouré d'amour et de douceur à 24 ans. Nous tenons à remercier l'ensemble du mouvement de s'être mobilisé pour nous permettre de ramener Avi auprès de nous, en Israël, avec un remerciement particulier pour Marianne Vormez et Jean-Charles Zerbib, qui nous ont permis de faire le lien tant en France qu'en Israël, dans un contexte encore plus compliqué à cause du Covid. Le souvenir d'Avi restera à jamais source de bonheur et d'émerveillement. Bonjour à tous, donc je m'appelle Anaïs Neumann, je suis animatrice BC au GL d'Israël Ron Arad, animatrice première année, et je vais vous lire le texte suivant. Donc, Rabbin Claude Laderer, Zichrono Livracha, un souvenir d'enfant. Talmud Torah de Strasbourg, dans les années 47-48, nous apprenions le judaïsme qui nous avait été refusé pendant notre première enfance, et parmi nous, un tout petit bonhomme qui faisait beaucoup plus jeune que son âge, qui connaissait toutes les réponses, et pour lequel nous avions beaucoup de respect, car l'information était passée parmi nous qu'il voulait devenir rabbin. Devenu effectivement rabbin, il s'occupa notamment des jeunes, et fut une année aumônier des EIF, pendant les camps d'été de Boré en 1960. C'est ainsi qu'il rencontra sa première épouse, Paulette Nerson, Zichrono Livracha, alors cheftaine d'éclaireuse. Sa famille a confirmé qu'on ne lui avait révélé son judaïsme qu'après la guerre, soit vers l'âge de 9 ans. Il est Zichron Baro. À la mémoire d'éléphant. Il fut un temps où, jouant les peaux rouges, des enfants s'affublaient de noms d'animaux. Il y eut des kiwis, des cabris, des belettes, grizzlies et nombre d'autres bêtes non moins attachants. Ces enfants, devenus adultes et leurs noms scouts leur restant attachés, Jean Hillel resta éléphant pour ses amis scouts d'autrefois. Ainsi demeure-t-il en nos mémoires rondouillards, la joie espiègle, la démarche assurée. Tôt venu à Marseille, l'enfant des terres ottomanes devint un jeune éducateur d'EZI. Il connut le temps de la Shoah, le temps où Sami Klein, l'aumônier d'EZI, apprenait à la troupe le chant du petit poisson prudent attendant au fond des mers le départ des requins. Ainsi averti, Éléphant gagna la Corse et, protégé par une population amie, il échappa au dernier convoi pour Auschwitz. Marseille libéré, il revint dans sa ville et fit sonner sa trompe pour ameuter les scouts dispersés. Écoutons Mouflon, Jackie Mocat, raconter l'épisode vécu à ce moment. Mes parents déportés, la section des OI chargée de sauver les enfants juifs me fit passer la frontière avec la Suisse. La guerre finie, resté seul à Genève, je choisis de retourner à Marseille où un oncle pouvait m'héberger. Sorti de la gare Saint-Charles, je descendais le boulevard d'Athènes, déboussolé, triste, lorsque je tombai sur Éléphant qui, me voyant, s'exclama « Ah, te voilà, Mouflon! D'où sors-tu avec ta valise? Ce soir, 6 heures au local. Sois-y. » Et Mouflon de conclure, d'un coup, j'avais retrouvé la vie. Éléphant épousa une jeune et jolie cheftaine, chaton, Mathilde Lévy, et de leur union naquirent Alain, vite nommé Éléphanto, puis Katia. Chef de famille, Éléphant dut mener 2 vies entremêlées, l'une à diriger à Paris ou à Marseille d'insolites boutiques de mercerie, l'autre, consacré au groupe local des EI, a commencé une aventure poétique, a animé un cercle de réflexion juif en compagnie d'aînés, Catapulte, Roger Singer, poète sous le pseudo d'Emmanuel Edoux, Lou Placide, Béni Fari, et les Aragiles, Edmond Najari. Ce cercle, prenant parti dans l'affaire Finali, empêcha que 2 fils de juifs disparus en déportation soient arrachés à leur légitime famille pour être convertis. Fasciné par l'américain Gary Davis qui, refusant toute nationalité, se déclarait citoyen du monde, Éléphant, qui était alors apatride, fit de cette revendication pacifique le combat de sa vie, prophétisant en vers libres l'impétueuse nécessité d'une fraternité humaine. Afin que fût relayé son message de paix, il écrivit à divers chefs d'État, imaginait un drapeau universel qui serait partagé par toutes les nations et, certain de la magie du verbe, participa à la création de la Maison de la Poésie, un lieu ouvert à toutes les bonnes volontés. Sa trompe poétique chauffard retendit le plus souvent dans le désert de l'indifférence, mais il ne se découragea jamais. Il y souffla jusqu'à son dernier souffle, porté par la certitude biblique que tous les hommes sont frères. Que sa mémoire soit bénie.
avec beaucoup de tristesse que je rends hommage à Joseph Cazès, mon grand-père, qui est né en 1929 à Alger, en Algérie. Il faisait partie de la grande famille des EI. Il partageait toutes ces valeurs de scoutisme, de nature, de respect, de religion. Il avait d'ailleurs participé au Jamboree de la paix en 1947. Il faisait partie d'une délégation qui était ramenée d'Algérie. D'ailleurs, la marine française avait délégué une frégate pour pouvoir les accompagner. Il était très fier de ça, d'avoir pu, 14 ans, alors que c'était en plus la première fois qu'il était tout seul à Alger, naviguer avec des officiers français. Il a ensuite été totémisé lynx, clairvoyant et serviable, de par sa vision des choses et son aide justement à autrui. Il nous a transmis à tous l'engagement, ses enfants, Michel et Jean-Marc, l'engagement des EI, et puis ensuite aux petits-enfants, moi, ma sœur Noémie, mon frère Adriel, et puis mes cousines Ilana et Judith. Il nous a quittés après Kippour, et effectivement après une vie bien remplie. Nous sommes très fiers de tous pouvoir lui rendre hommage lors de cet office. Quand la nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière. Seigneur, daignes entendre notre voix. Dans le camp tout baigné de silence, éclairé des derniers feux du jour, nous chantons vers le Dieu d'espérance, ce chant du soir qu'a dicté notre amour. Seigneur qui vois le secret de notre âme, remplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Sois béni, Seigneur, roi du monde, qui sur nous versa le sommeil. Donne-nous une paix profonde et garde-nous jusqu'à notre réveil. Quand demain reviendra la lumière, fais-nous revoir la clarté du ciel. Que cette nuit ne soit pas la dernière. J'espère en toi, protecteur d'Israël. Seigneur qui vois le secret de notre âme, remplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Shema, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem